Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à Gourou qui me permet de fournir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des avocats et des avocates en droit civil. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Maître Sarah Holloway, qui est avocate et podcasteuse. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Super. Alors, on va commencer avec une petite définition. Oui. Donc, dans tes mots, qu'est-ce qu'une avocate en droit civil? Je dirais un avocat en général fait ça dépend de quel rôle il joue. Donc, s'il est en demande, il va déposer une poursuite, une demande à la cour pour faire valoir un droit pour son client. Donc, l'avocat serait là pour faire valoir des droits. Si on est en défense, en fait, il serait un défendeur des droits de son client parce qu'on poursuit son client. Et là, on veut dire, non, t'as pas intérêt à me poursuivre, moi, j'ai rien fait. Donc, dépendamment si on est en demande ou en défense, le rôle de l'avocat est très différent. Donc, la définition varierait à ce moment-là. Excellent. Merci pour la définition. Donc, en gros, l'avocat, c'est un officier de justice. C'est bien ça? Exact. L'avocat est un officier de justice et il représente des clients devant les tribunaux. C'est pas tout. Moi, je fais ça. C'est pas tous les avocats qui représentent devant les tribunaux. Il y a des avocats qui font simplement de la rédaction de contrats. Comme un peu les notaires? Oui, c'est ça. Les notaires avocats, c'est quand même très différent, mais oui, c'est ça. Les notaires ont plus le rôle de rédacteurs, ils font des actes notariés, mais il y a beaucoup d'avocats qui font ce qu'on appelle du non-contentieux, donc ils préviennent le litige, hein. Ils rédigent des bons contrats pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chicane. Quand il y a de la chicane, là, on vient voir des gens qui sont comme moi, qui sont des avocats en litige, et là, nous, c'est là qu'on va à la cour. Mais c'est pas tous les avocats, dans le cadre de leur pratique, qui vont nécessairement à la cour, là. Non, c'est ça. Ouais. Très intéressant. Maintenant, selon le site d'Éducalois, le droit civil, c'est quoi? Le droit civil s'intéresse avant tout aux personnes, aux rapports que les personnes ont entre elles et aux biens. Au Québec, la grande majorité des règles du droit civil sont rassemblées dans une très grande loi qui s'appelle le Code civil du Québec. Le droit civil ne cherche pas à punir, mais bien à réparer un dommage. Donc, pas de prison si vous êtes responsable d'une faute au civil. C'est bien ça? Pas de prison, effectivement, 99,9% du temps. Par contre, il y a une façon qu'on peut aller en prison au civil. C'est l'outrage au tribunal. Outrage au tribunal, c'est de ne pas respecter une ordonnance de la cour et les ordonnances de la cour sont dans les jugements qui sont rédigés par les juges. Donc, un juge ordonne de faire, de ne pas faire, de payer telle somme. Ce sont des exemples de. Et quand on ne respecte pas ce qui est écrit dans le jugement, on peut se faire amener à la cour pour outrage au tribunal parce qu'on n'a pas respecté l'ordre du juge. OK, excellent. C'est très rare, j'ai jamais vu. Ça marche, on note. Maintenant, quels sont les différents domaines du droit civil? Les différents domaines du droit civil sont... la façon la plus facile de répondre à ça, c'est d'aller voir le Code civil lui-même, qui est séparé en différents livres. Donc, il y a un livre sur la famille, sur les successions, sur les obligations, donc tout ce qui est contractuel, extra-contractuel, sur les sûretés, les hypothèques, donc l'hypothèque que vous avez prise pour acheter votre condo. C'est tout réglementé par ça. Donc, les différents domaines sont séparés en livres. Donc, voilà, c'est ça. Famille, personne, succession, obligation, sûreté. Bon, il y en a d'autres, là, mais c'est selon les grandes branches du droit civil. Ah, c'est très clair. Maintenant, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? C'est pas glamorous du tout. C'est vraiment... j'avais appris en médecine, en fait, moi, parce qu'au cégep, j'étudiais en sciences de la santé. Et puis, j'ai appliqué à l'Université de Montréal. Juste une université et non les 4. J'aurais dû appliquer aux 4. C'est dommage. J'ai été refusée. Et puis, donc, là, je me suis dit, je veux faire un bac qui est difficile. Je veux faire une formation qui est challengeante. J'ai juste ça à faire, tu sais, être étudiante, pas d'enfant, pas d'obligation, pas de maison. À fond dans tes études. Oui, c'était ma seule job, c'était d'étudier. Fait que je me suis dit, pendant que j'ai le temps, puis que j'ai le support de mes parents, puis que j'ai pas personne d'autre à m'occuper que moi, je vais faire un bac difficile, parce que c'est pas à 40 ans que je ferai un bac difficile avec 3 enfants, là, tu sais. Donc, il y en a qui le font. Non, mais c'est correct. Oui, c'est correct, mais moi, je me voyais pas faire ça. Par rapport à toi, oui, c'est correct aussi. Je lève mon chapeau à ceux qui le font, mais moi, je me voyais pas faire ça, donc je me suis dit, pendant que j'ai vraiment juste, ma seule job, c'est d'être étudiante. C'est à saisir. Exact. Donc, j'ai fait un bac en droit parce que c'est challengeant. Un bac en droit, tous les bacs sont challengeants, mais moi, ça a été... T'as trouvé ça challengeant? Oui, quand même. Ouais.
C'est surtout quand tu sors des sciences de la nature puis que tu fais des réactions chimiques dans un laboratoire, puis là, tu t'en vas dans un code civil, c'est vraiment très, très, très différent. Fait que l'adaptation aussi a été comme, wow, tu sais, j'ai toujours eu un background scientifique. Ouais. Puis là, je m'en vais en sciences humaines où c'est de la réflexion, tu poses des cas, c'est plus une équation mathématique qu'il faut balancer, là. C'est une équation chimique à balancer. Fait que Oui, je comprends. c'est plus la réponse, c'est plus 4, là. La réponse, ça peut être, tel code, tel article, telle façon de voir, tel... C'est du cas par cas. ça dépend, hein? Ouais. Exact. Non, exact. je comprends bien. Parfait. Donc, ça marche à ce moment-là. Puis, qu'est-ce que tu aimais par rapport au droit civil? Parce que, je veux dire, tu voulais aller en médecine, finalement, tu es allé en droit civil. T'avais un intérêt. Oui, en soi. oui, c'est sûr que j'avais un intérêt. J'aime beaucoup. Ce que j'aime du droit, puis du bac en droit, c'est que même si après avoir fait la formation, j'avais pas aimé le domaine, j'avais décidé, bon, je peux pas être avocate, j'aime pas ça. Ce que tu apprends en droit, tu peux t'en servir partout puis tout le temps. Donc, j'ai rien, tu sais, je veux dire, le droit est partout. Hein? Oui, puis ceux qui font des PhD en astrophysique, en physique quantique, je sais pas, c'est super intéressant, sauf que c'est difficilement applicable et utilisable dans le day-to-day. Oui. Moi, je fais du droit civil, par exemple, je fais beaucoup d'immobilier, je suis propriétaire moi-même, je vais à la régie moi-même, moi comme propriétaire, même pas comme avocate, là, avec mes immeubles et tout. Ben oui. Et j'en fais dans ma job. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, je pense, une infirmière qui sait comment soigner une plaie, un patient qui a des enfants, elle se sert de son travail dans son quotidien, tout comme moi, comme avocate, je m'en sers dans mon quotidien. Et c'est ça que j'aimais, c'est que je me disais, si je ne finis pas avocate, je vais jamais perdre ce que j'ai appris, ça va toujours me servir. Oui, donc, exactement. C'est un peu aussi ça la réflexion. Ben oui, c'est intéressant. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas du droit criminel, parce que j'ose espérer que je serai jamais criminelle et que j'ai pas tant de criminels autour de moi, alors que le droit civil, le droit familial, ben ça touche vraiment tous les gens qui m'entourent. Donc je me sens encore plus outillée dans mon day-to-day. Oui, effectivement. Ouais. Parfait. Maintenant, quel a été ton parcours académique? C'est ça, j'ai fait mon cégep en sciences pures, sciences de la nature, donc tous mes cours de bio, tous mes cours de chimie, tous mes cours de physique, tous mes cours de maths. Là, ben, comme je vous expliquais, ça n'a pas abouti où je voulais, donc je suis rentrée directement à l'Université de Montréal, le bac en droit, et puis j'ai fait le barreau, la formation professionnelle au barreau du Québec, à l'école du barreau, et puis j'ai fait mon stage de 6 mois avant d'être assermentée comme avocate en septembre 2019. Maintenant, selon le site québec.ca, cette discipline, le droit, est offerte à l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Aussi requis, permis d'exercice, inscription au barreau du Québec, réussite du programme de formation professionnelle de l'École du barreau, puis un stage de 6 mois avant d'être assermenté. C'est bien ça? Exactement. Donc, en fait, le permis d'exercice, ça vient après tout ça. On a le droit d'exercer grâce à notre permis d'exercice une fois qu'on a complété toutes les étapes mentionnées. Ouais. OK, super. Puis, est-ce que il y a des situations où on peut perdre le permis d'exercer? Oui, il y en a plusieurs, en fait. Le barreau du Québec est là pour protéger, en fait, vous et non nous. C'est sûr que le barreau est là pour les avocats, c'est clair, mais c'est surtout pour nous surveiller, pour qu'on agisse, dans le fond, dans le cadre de notre déontologie, qu'on respecte la loi, qu'on offre le meilleur service possible. D'ailleurs, ceux qui sont pas satisfaits du travail d'un avocat peuvent faire des plaintes au barreau. Et donc, oui, donc c'est ça. Donc le barreau, ça représente l'ordre professionnel des avocats. Exactement. Comme il y a un ordre pour les ingénieurs, comme il y a un ordre pour les infirmiers, comme il y a la chambre des notaires pour les notaires, c'est notre ordre professionnel. Oui. Excellent. Pour poursuivre dans le même ordre d'idées, selon le site du barreau, comme membre du barreau, votre obligation de formation continue implique 2 obligations. Donc, compléter au moins 30 heures de formation admissible au cours d'une période de référence de 2 ans et déclarer les activités de formation suivies ou les dispenses obtenues dans votre dossier de formation en ligne. Exact. Par rapport à ça, le 30 heures aux 2 ans, il y a 3 heures là-dedans qui sont obligées d'être par rapport à la déontologie. Et le reste, les 27 autres heures, c'est souvent dans ton domaine. Si idéalement tu fais de la formation dans ton domaine, donc moi en droit civil, droit de la famille, droit corporatif, je n'irai pas prendre des formations en droit criminel, ça ne me servirait à rien. Et oui, les dispenses, par exemple en maternité, si une femme part en congé de maternité et qu'elle est absente de la profession pendant, mettons, 12 mois, ben là, elle n'aura pas à faire autant d'heures qu'un avocat qui a pratiqué pendant cette période de référence-là de 2 ans. Donc, il y a des dispenses, c'est pas la seule. Voilà. C'est intéressant, ça. Ouais. Parfait.
Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le délai pour entamer des procédures au civil? Ça, c'est une question qu'on pose souvent. C'est la fameuse prescription. Tout le monde pense que c'est que 3 ans. C'est sûr que le 3 ans, c'est, dans beaucoup de cas, on a un délai de 3 ans pour poursuivre. Mais il y a d'autres situations où c'est pas 3 ans. Par exemple, un recours en diffamation, on a 1 an. En diffamation, 1 an, OK? Oui, le recours en diffamation, c'est 1 an. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je me suis jamais penchée sur la question, mais ça pourrait être intéressant de consulter. Je devrais savoir ça comme avocate, là. Et puis, c'est ça, par exemple, les victimes d'agressions sexuelles qui poursuivent au civil, eux, il n'y a pas de prescription. Donc, vraiment, quand il y a un cas, quand quelqu'un a un cas à soumettre à un avocat, c'est toujours important d'aller consulter rapidement parce qu'on veut pas, on voudrait pas perdre un droit par l'écoulement du temps. Vous pourriez avoir le meilleur dossier du monde, mais si vous êtes prescrit, ben, ce serait dommage, hein? C'est prescrit, tu sais. Oui, c'est ça. Parfait. Puis je pense aussi, il y a les villes et les cités. Ça, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ben, je pratique pas là-dedans, mais oui, il y a des délais particuliers quand on veut poursuivre la ville. Parfois, je pense que c'est pour la dénonciation ou la poursuite, là, c'est comme un 6 mois. Je connais pas par cœur, là, parce que c'est très rare que je fais ça, là, de poursuivre les villes. C'est quand même... Mais oui, il y a des délais différents aussi au niveau des villes. C'est un dommage corporel, c'est un dommage matériel aussi. Donc, ça dépend du type de dommage. Fait que oui, si vous avez un cas, c'est important de vous informer parce que ça serait vraiment dommage, comme je l'ai dit, de perdre un recours à cause du temps. Exactement. Ouais. Merci pour la précision. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail à la sortie de l'université? Non, ça peut être difficile en fait parce que j'ai été chanceuse, j'avais quand même des bons contacts qui m'ont mis en contact avec d'autres avocats. Donc ça, j'ai été vraiment chanceuse pour ça. C'est important d'avoir un bon réseau. Oui, le réseau, c'est super important. Puis je pense que c'est pas juste pour le droit, je pense que t'es pas plus fort que ton réseau, là. Ça, c'est ce que ma tante m'a dit toute ma vie, là. T'es jamais plus fort que ton réseau, puis tu sais pas qui tu peux rencontrer, qui peut te faire ouvrir quelle porte ou qui peut te donner quel type d'opportunité. Ouais, donc moi, non, ça n'a pas été difficile du tout. J'ai pas cherché pour un stage, en fait. Je me suis fait proposer... Ben, en fait, c'est un notaire pour qui je travaillais qui m'a fait une lettre de recommandation pour un cabinet qui pensait que le fit serait bon entre moi et ces avocats-là. Et donc, j'ai eu le travail... j'ai fait une entrevue, j'ai eu le travail, j'étais vraiment chanceuse. C'est pas toujours comme ça, puis c'est pas grave si c'est pas comme ça, hein. Tu sais, je veux dire, cogner à toutes les portes, là. Voilà. Et puis après ça, c'est ça, où je travaille actuellement, ma boss, je l'ai rencontrée dans un cocktail, donc... Il y a beaucoup de cocktails pour les jeunes barreaux, quoi que ce soit, beaucoup d'événements. Oui, puis je le conseille. C'est bien, ça. Je le conseille. Vraiment, allez-y si vous êtes jeune, vous voulez aller là-dedans. Ben, jeune ou vieux, là. Mais si vous êtes en train d'étudier là-dedans ou que vous voulez étudier là-dedans. Dans le milieu, là, c'est vraiment bien. Ouais, je le conseille vraiment parce qu'on n'est jamais plus fort que son réseau. Puis moi, vraiment, je suis l'exemple d'avoir eu des... Tu sais, ça, c'est de bouche à oreille que j'ai eu le travail et non en déposant des CV à la tonne. Donc, excellent. Ouais. Maintenant, quelles sont tes tâches principales? Mes tâches principales, ben c'est ça, dans une journée typique, ça dépend si on va à la cour ou si on fait du travail de bureau. Donc souvent, tu sais, ça peut être de rencontrer des clients, de faire des premières consultations juridiques pour commencer un dossier. Des fois, c'est de compiler la preuve qui nous a été envoyée parce que les clients peuvent nous envoyer des centaines de courriels avec des centaines d'éléments de preuve pour rendre ça intelligible pour un juge. Parfois, c'est de la rédaction de procédure. On va rédiger des demandes, on peut même rédiger toutes sortes de procédures qui seraient à être déposées à la cour. Parfois, c'est préparer les clients au procès. Donc, quand on sait qu'on a un procès qui s'en vient, on prépare les clients à l'interrogatoire, le contre-interrogatoire. Donc, on peut leur expliquer un petit peu le déroulement d'un procès pour qu'ils ne soient pas perdus le jour J, là. Donc, vous les encadrez bien, là. Oui, on les prépare, on leur dit qu'est-ce qu'ils vont se faire poser comme question par la partie adverse, qu'est-ce que nous, on va leur poser comme question, c'est quoi le rôle du juge, c'est quoi le rôle du greffier, c'est quoi le déroulement, qui présente sa preuve quand, est-ce que c'est la demande, la défense. Donc, vraiment, les clients, on est appelé à les rencontrer, pas juste à la consultation, mais aussi pour préparer le procès par la suite. Beaucoup de courriels, beaucoup de courriels. Des fois, on parle à d'autres avocats. Des fois, on règle des dossiers hors cours. Faut parler à des avocats pour ça. Est-ce que ton client serait prêt à accepter telle offre? Régler des dossiers hors cours, c'est-à-dire? Régler des dossiers hors cours, ça veut dire que, bon, quand on commence un litige, ultimement, le point de culmination du dossier, c'est d'aller à la cour et de plaider devant un juge pour avoir une décision. Est-ce que tu perds? Est-ce que tu gagnes? Est-ce que ta demande est accueillie partiellement, rejetée? Mais ça arrive souvent, puis on le sait pas parce que ce qui est réglé hors cours, on voit pas les jugements, mais il y a beaucoup de dossiers qui sont réglés hors cours. Dire, écoute, j'ai déposé une demande, mais je te demande, mettons, 50 000, mais je suis prête à régler pour 35.
OK, ben l'avocat de la défense peut dire, regarde, mon client va te donner 30. Donc, c'est une entente à l'amiable? Exact. C'est une entente hors cours qui met fin au dossier. OK. Ouais. Comme de la médiation? Non, c'est pas comme la médiation. Okay. C'est ça. Les avocats peuvent être médiateurs, doivent faire la formation pour faire une médiation, mais une médiation arrive ultimement à, si c'est concluant, ben ça va être pour régler le litige hors cours. C'est pas toutes les médiations qui fonctionnent. Des fois, on va en médiation, on n'est pas capable de s'entendre, mais le médiateur peut aider et faciliter peut-être l'entente. Donc, c'est comme un facilitateur. Oui. Mais les avocats le font entre eux. Là. Si moi, si t'es avocate puis que mon client poursuivait le tien ou vice-versa, tu me poursuivais, je pourrais t'appeler puis te dire, ben écoute, regarde, mon client va te donner tel montant ou va faire telle affaire, puis we call it a day. Puis s'il y a une entente, fantastique, parce que ça coûte très cher aller devant la cour. Là. C'est beaucoup d'heures de préparation. C'est ça, faut payer l'avocat. Là, oui, donc, ouais. Parfait. Selon toi, quelles sont les qualités et les compétences à avoir en tant qu'avocate en droit civil? Ben, c'est sûr qu'il faut être capable de bien écrire, de bien s'exprimer. Quand on plaide devant un juge, c'est intéressant qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on dit puis qu'ils sachent où on s'en va. Il faut avoir un certain sens de l'organisation puis de la minutie aussi. Oui, très important. Oui, parce que tu montes un dossier puis tu racontes une histoire au juge. Hein. Puis quand tu la racontes, toi, c'est très intelligible. Hein. Il y a la chronologie. Oui, il y a une chronologie. Chaque chose que tu dis va être supportée par une preuve ou par... Tout est bien calculé, là. Ben, supporté. Oui, c'est ça, supporté par de la preuve. Oui. Puis après ça, tes arguments de droit sont supportés par de la jurisprudence. Donc, mais quand ça t'arrive, cette preuve-là, par le client, des fois, c'est pêle-mêle. Là. Des fois, ils peuvent t'arriver avec une boîte, puis là, il y a des affaires qui sont pas importantes. Les clients ne savent pas qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui l'est pas devant un juge. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps d'éplucher le dossier pour vraiment monter une histoire intelligible. Donc, c'est ça, être organisé, être minutieux, avoir le sens du détail, être à l'écoute aussi, parce qu'il y a des clients pour qui c'est très difficile de raconter leur situation. Ouais, tu sais, des dossiers de droit familial, quand tu veux avoir la garde de ton enfant, quand tu divorces, ça peut être très émotif. Donc, voilà. Puis c'est ça, c'est une belle plume quand tu rédiges, c'est toujours intéressant. Quand t'as un bon talent comme orateur, puis que tu captives le juge, tu veux que le juge soit intéressé à ce que tu dis, tu veux qu'il absorbe tout parce que tu veux qu'il prenne ta version des faits pour son jugement. Fait que c'est important qu'il te suive, puis qu'il te comprenne, puis qu'il t'écoute, tu sais. On dit souvent aussi les avocats représentent comme des acteurs en cours, fait que c'est ça, tu sais, il faut qu'ils soient captivants, puis c'est comme un show. Ben, faut pas regarder trop de télé, là, tu sais, Suits, c'est pas la vérité, là. Le procès, mettons, qu'il y avait eu, là, de Johnny Depp, là, c'était de la télé, là, c'était de la bonne télé. Ben, les États-Unis, c'est extravagant. Oui. Moi, comme je dis souvent, aux États-Unis, tu peux t'enfarger sur un trottoir puis avoir 5 millions, t'auras jamais ça au Québec. Non, exactement. C'est vrai, c'est très différent. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas comme ça dans les tribunaux au Québec. Non. Okay, ben, il peut avoir tu peux plaider avec beaucoup d'entrain, mais c'est pas, je peux pas dire c'est comme dans les films, non. Ouais. Ça ressemble, oui, les tribunaux, comment sont placés, on plaide, on a des témoins, oui, mais c'est pas romancé comme ça dans le day-to-day. Il y a des procès plus croustillants que d'autres, c'est sûr, là, mais quand tu poursuis ton voisin pour une histoire de clôture, ça a pas l'air de ce que ça a l'air dans les films. C'est probablement plus plate un peu, là. Ça marche, merci beaucoup. Donc, ensuite de ça, comment se déroule une journée type? Ben, une journée type, c'est un petit peu comme je disais tantôt, là, ça dépend. Si tu vas à la cour, tu vas aller plaider ton dossier qui est déjà monté, mais ce dossier-là, faut que tu l'aies monté avant. Fait dans ta journée type, si t'es pas à la cour, tu risques de monter des dossiers ou de rencontrer des clients ou de préparer des clients pour des audiences. Beaucoup de rédaction de procédures, beaucoup de recherche aussi. On fait de la recherche parce qu'il faut plaider l'état du droit. Fait quel est l'état du droit? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis? C'est quoi les articles pertinents? C'est où vous trouvez l'information? Est-ce que vous avez des sites en particulier? Oui, ben il y a des sites Sokige, Canly, il y a aussi LexisNexis. Donc, il y a certaines banques de données là, qu'on appelle là, pour les avocats. Puis évidemment, on a tous nos codes de loi, le code civil, le code de procédure civile, les lois particulières qui s'appliquent selon la situation. Donc, ça dépend dans quel dossier. Oui, exactement. Parfait. Avec qui travailles-tu au quotidien? Au quotidien, je travaille avec mon adjointe puis mes collègues. Donc, mon adjointe a fait vraiment toute ma paperasse. Elle monte mes cahiers d'autorité, donc mes cahiers de jurisprudence, monte mes cahiers de pièces, fait de la mise en page. S'assure que tout est beau là dans mes procédures. Puis, elle connaît bien mieux Word que moi. Et je compte beaucoup mes collègues aussi parce qu'on se consulte beaucoup entre avocats pour avoir un peu, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ce dossier-là? Puis, tu penses que je devrais y aller avec telle question dans mon interrogatoire? Ou penses-tu que c'est pertinent telle preuve? Penses-tu
penses-tu que je devrais interroger telle personne? Vous validez entre vous. On se consulte entre nous, oui, c'est sûr. Et quand on va à la cour, bien évidemment, il y a le juge, il y a les greffiers qui sont ceux qui siègent au tribunal. Donc vraiment, dans le quotidien, c'est mes collègues, donc mes collègues avocates et mon adjointe. Puis après ça, quand on va à la cour, ben, c'est tout le personnel au palais de justice, que ce soit des cours comme la Cour du Québec, la Cour supérieure ou les tribunaux administratifs. Excellent. Ouais. Maintenant, quel est le type de clientèle reliée à ta profession? Très varié. Je peux avoir une vieille madame de 85 ans qui a une chicane avec son voisin pour sa clôture. Je peux avoir une jeune mère qui a eu des enfants, des bébés, qui doit se divorcer. Je peux avoir un entrepreneur général qui se fait pas payer par ses clients. Je peux avoir un liquidateur dans une succession qui est dépassé par les événements. Tu sais, je peux vraiment avoir la jeune femme de 18 ans comme je peux avoir le vieillard de 99 ans. Il n'y a pas de clientèle type. Donc il faut avoir 18 ans aussi pour porter plainte, en fait, à un avocat. Est-ce qu'il faut avoir... Je pense que oui, ça, je fais pas beaucoup de droits de l'enfant, mais d'après moi, les enfants poursuivent... C'est les parents qui poursuivent pour l'enfant, là. Mais ça, je vérifie. J'en ai jamais fait dans ma pratique, donc c'est pour ça que je veux pas dire n'importe quoi. Ouais. Mais oui, pour porter plainte, d'après moi, il faut avoir 18 ans, mais à vérifier. Je pense que oui. Je pense que oui. Parfait. Ouais. Ensuite de ça, est-ce que les services des avocats en droit civil sont accessibles pour monsieur et madame tout le monde? Ben, accessible, oui. Vous pouvez trouver plein d'avocats en ligne. Est-ce que c'est... En fait, trouver un avocat, c'est pas ça qui est difficile. Il y a plein de cabinets d'avocats. Tu sais, on est 29 000 au Québec, hein, des avocats. Par contre, les payer, c'est notre histoire. Cette question-là, c'est la question de l'accessibilité à la justice, qui est un gros débat de société. Puis, comme je dis souvent, si j'avais la réponse à cette question-là, je serais ministre de la Justice. Okay? Donc, c'est ça, c'est que les très riches, ben, c'est pas un problème de payer un avocat, puis les très pauvres, c'est payé par l'aide juridique. Donc, il reste la classe moyenne, comme nous. Et là, c'est, ben, comment je fais pour payer mon avocat 200, 300, 400 $ de l'heure? C'est là le problème. Est-ce qu'on rend la justice gratuite comme les soins de santé? Juste cette question-là, ça peut faire l'objet d'un très long débat, tu sais. Donc, c'est ça. On essaie d'être le plus accessible à nos clients, je sais qu'il y a des avocats qui fonctionnent à forfait, il y a des avocats qui prennent un pourcentage sur qu'est-ce qui est gagné à la cour. Je sais qu'il y a certaines alternatives, des avocats qui chargent en fonction du revenu du client. Donc, il n'y a pas zéro alternative, mais c'est sûr que pour la classe moyenne, c'est le plus délicat, là, tu sais. Ouais. Parfait. Maintenant, au niveau des conditions de travail, on va commencer avec les vacances. Ça ressemble à quoi? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on négocie. Si on est fonctionnaire, si on travaille pour le gouvernement, qu'on est fonctionnaire, on est régi par probablement des conventions collectives. Donc, c'est très coulé dans le béton. Si on travaille dans des petits cabinets, puis c'est plutôt familial. Si on travaille à notre compte aussi, quelqu'un qui travaille à son compte, il prend des vacances quand il veut, tu sais. Si quelqu'un qui travaille pour un petit cabinet, ben c'est rendu là, tu négocies. Moi, ce que je dis toujours, c'est, je dis, si t'es la perle rare, puis que t'as l'expérience qu'ils veulent, puis c'est toi qui veulent, puis tu te fais offrir 10 offres, ben là, t'as le gros bout du bâton. Mais regarde, moi, telle personne m'offre 4 semaines de vacances, est-ce que tu m'en donnes 5, tu sais? C'est toute une question de négociation. Parfait. Maintenant, les avantages sociaux, j'imagine. Faut être fonctionnaire aussi pour ça? Non, ben, c'est la même chose. En fait, je pense que oui, le gouvernement doit offrir certains avantages sociaux. Les gros cabinets qui ont beaucoup d'avocats, en général, prennent des assurances comme collectives, là, je pense, pour offrir ça. Les plus petits cabinets, c'est plus rare, mais c'est vraiment du cas par cas, là. Ça dépend vraiment de votre employeur et de qu'est-ce qu'il peut vous offrir. Puis c'est une question que vous devez poser quand vous voulez accepter un emploi ou que vous avez l'intention de... Là. Oui, parfait. Ensuite de ça, les lieux de travail. Lieu de travail, c'est ça. Ben, un avocat à son compte peut travailler de la maison, on peut travailler dans des bureaux, on peut travailler, tu sais, bon, on est appelé à aller à la cour aussi, donc c'est un lieu de travail. C'est quoi les différentes cours au Québec, d'ailleurs? Les différentes cours, il y a des tribunaux administratifs. Par exemple, celui qu'on connaît beaucoup, c'est la fameuse Régie du logement qui s'appelle le Tribunal administratif du logement maintenant. Il y a la Cour du Québec, il y a la Cour supérieure du Québec, il y a la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal de la province. Il y a la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal du pays. Là, il y a des cours fédérales aussi, donc cour fédérale, cour d'appel fédérale. Il y a des tribunaux spécialisés, tribunal administratif du travail, tribunal administratif du Québec. Donc, c'est un organigramme assez large et c'est vraiment selon votre cas que votre avocat va pouvoir vous guider pour vous dire, ben, qu'est-ce qui doit être déposé devant quel tribunal. Qui a compétence, en fait, dans le Exactement, qui a compétence, voilà. Parfait. Ensuite de ça, au niveau des horaires, un avocat, ça ressemble à quoi? Ben c'est ça. Les avocats, moi je dirais, ça dépend encore une fois de où tu travailles et dans quel domaine. Si tu fais du droit, tu sais,
je fais pas de droit criminel, mais je sais que, par exemple, quelqu'un qui se fait incarcérer doit comparaître dans les 24 heures. Là, je veux pas, là, les avocats criminels qui vont m'écouter, je veux pas dénaturer votre travail. Là, je vais en trouver un avocat en criminel après. Non, mais il y aura un épisode pour ça de toute façon. Fait que c'est correct. C'est ça, mais je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que, par exemple, eux pourraient t'appeler, ben, si ton client va comparaître dans les 24 heures, ben, il va vouloir parler à son avocat très vite. T'sais, si c'est un samedi ou un dimanche puis qu'il va comparaître le lundi, ben là, probablement que tu vas parler à ton client le samedi ou le dimanche, tu sais. Un avocat au civil qui poursuit parce que, t'as pas payé ma facture, ben, les horaires sont peut-être plus typiques, 9 à 5, 8 à 5. Quand tu es en préparation de procès, moi, personnellement, c'est sûr que je fais des plus grosses heures parce que c'est comme un gros crunch, les procès. Tu es à la cour peut-être 2-3 jours d'affilée, ce qui veut dire que tu peux rien faire pendant ce temps-là. Tu es vraiment exclusivement concentré sur ce dossier-là. Tu peux pratiquement pas répondre à des courriels, tu peux pas rédiger pendant ce temps-là, tu es vraiment dans le procès. Fait que, tu peux peut-être préparer plusieurs choses avant pour te dire, ben, si j'ai un procès de 3 jours, lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, ben, je dois déposer une demande à la cour. T'auras pas le temps lundi, mardi, mercredi tu sais, fait que tu t'organises. Avant un procès, moi, souvent, je travaille plus. Ouais. Puis je sais que, par exemple, en droit de la famille, il y a des périodes hautes, beaucoup de chicanes autour du mois de septembre, pour que les enfants vont aller à quelle école. Ouais. Beaucoup de chicanes autour de Noël. Qui va prendre l'enfant à Noël? Tu sais, fait qu'il y a des périodes aussi, là, selon ton domaine de pratique. Là. Puis je pense que les heures, ça varie vraiment, là. T'sais. Excellent. Ouais. Au niveau du rythme, comment tu trouves le rythme? Le rythme? Ouais. Ben, Est-ce que tu te sens tout le temps débordée ou bien... Je dirais que c'est par période. Il y a eu des périodes, on dirait que tout vient en même temps, tu sais. Je veux dire, c'est comme, OK, ce mois-ci, j'ai 3 procès, puis le mois prochain, j'en ai pas un, tu sais. Ou cette semaine, j'ai 8 consultations pour 8 nouveaux dossiers, puis la semaine prochaine, j'en ai pas. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile à prévoir. Des fois, tu as beaucoup d'appels, des fois, c'est plus calme. Est-ce que je me sens débordée? Oui, ça arrive, je me sens débordée. Est-ce qu'il y a des périodes que je me sens pas du tout débordée puis je peux partir à 3 heures du bureau? Oui, ça arrive aussi. Puis profitez-en. Quand vous pouvez prendre ça plus relax, la tempête va revenir, là, tu sais. Fait que si tu peux prendre ça un petit peu plus mollo puis te relaxer un peu, finir un peu plus tôt, bien dormir, prendre le temps de prendre le temps, là. C'est bon parce qu'après ça, tu recharges les batteries pour les périodes plus crunchy, là, plus demandantes. Donc, je pense que c'est comme ça dans toutes les professions, là, aussi, là. Des hauts et des bas, là. Exactement. Parfait. Maintenant, les revenus. Donc, ça ressemble à quoi? Les revenus, ça, c'est le gros mythe. Les avocats font des millions de dollars. Comment? Ça dépend. Dans des gros cabinets, les échelles salariales sont beaucoup plus élevées que dans les petits cabinets. Quelqu'un qui commence à son compte peut commencer à faire moins d'argent, puis ça peut augmenter très vite s'il y a beaucoup de clientèle, puis il y a une très bonne reconnaissance par ses pairs, ou il se fait référer beaucoup de dossiers. Ça dépend le nombre d'heures que tu fais aussi. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si tu vas dans un petit cabinet privé de 3 avocats versus un cabinet comme McCarthy Tétrault, probablement que le salaire va être plus élevé, mais ça risque de venir avec les heures, des longues heures, effectivement. Fait que, tu sais, le salaire, là, tu sais, je te dirais, un avocat qui commence, un junior, là, mettons un junior 0,5 ans, peut faire 35 000 comme il peut faire 300 000. Tu sais, c'est vraiment très, très, très différent. Mais l'avocat qui fait 300 000, il doit avoir des très grosses responsabilités. Ça vient avec lui. Parfait. Maintenant, je vais donner les statistiques selon le site d'Éducalois. Donc, près de 80% des avocats gagnent entre 30 000 et 200 000 par année. Ça dépend de l'expérience, du type de client et du genre de pratique. Exact. Parfait. Du volume aussi, là, c'est sûr. Ouais. Si tu billes dans des centaines et des centaines de dossiers, l'argent va rentrer plus que si tu fais 2-3 dossiers par année. Là. Mais c'est encore drôle. Si tu fais des actions collectives qui sont des dossiers si tu as un dossier, mais qui est 800 millions, effectivement, tu sais, c'est tellement difficile de répondre une réponse à cette question-là. Oui, je comprends. Ça dépend de la pratique. Puis tout type d'avocat, en fait, ça dépend des mêmes critères. En fait, vous pouvez tous avoir le même salaire ou bien la spécialité va faire en sorte que vous gagnez plus? En fait, non, parce que mettons un avocat qui me fait fonctionner en commission. Si, mettons, il y a une entente avec son employeur que si tu rentres des dossiers, tu fais des commissions, mais si tu en rentres beaucoup, tu vas faire beaucoup de commissions, tu vas faire un gros salaire. Un avocat qui est fonctionnaire à la ville, par exemple, un avocat de la ville de Montréal, lui, qui en fasse 10 ou qui en fasse 3, d'après moi, son salaire est fixe. Fait qu'est-ce que tu fonctionnes à commission? Est-ce que tu fonctionnes à pourcentage? Est-ce que tu fonctionnes à salaire fixe? Puis selon la spécialité, mettons un avocat en droit pénal, est-ce que ça se compare?
Non, ben ça n'a pas rien à voir avec la spécialité, là. Ça n'a rien à voir Non, avec la spécialité. non. Ben, je veux dire, c'est sûr que si tu fais du droit corporatif puis que tes clients, c'est des multinationales puis tu fais des fusions-acquisitions de 800 millions, là, tu sais, oui, effectivement, ça risque d'être plus payant que faire un divorce à l'amiable où il y a rien à partager puis tu fais, je sais pas moi, une couple de centaines de piastres pour faire la paperasse, tu sais. Ouais. Ça dépend de la clientèle, mais en même temps, si lui, il a un dossier par 10 ans puis toi, t'en as 50 000 par année, je veux dire, Ouais. c'est tellement difficile à dire. Ouais. OK, parfait. Ouais. Maintenant, le code vestimentaire des avocats, ça se résume à quoi? Ben, ça ressemble un peu à ce que je porte. Ouais. Un veston. En général, tu veux être propre parce que t'es professionnel. Tu sais, fait habillé quand même, t'es pas habillé comme dans ton salon. Mais ça dépend de la clientèle. Tu sais, je veux dire, on veut pas être intimidant non plus. Fait que moi, je veux mettre mes clients à l'aise. Si j'ai des clients pour qui je sens qu'être bien habillé, tu le vois, hein? Tu le vois dans ton client. Ton client qui arrive puis qui est lui-même super bien habillé, qui a une posture, un vocabulaire. Tu sais, tu le représentes. Fait que tu vas aller dans... Fait que tu risques de t'habiller mieux. Quelqu'un qui est plus, tu sais, une jeune mère de 18 ans qui vient te voir ou de 20 ans puis qui a peur de perdre la garde de ses 2 enfants puis qui arrive puis tu sais, elle a 2 enfants, fait qu'elle est probablement, elle est pas, tu sais, je veux dire, elle a des enfants à allaiter puis à s'occuper puis elle est pas habillée, elle est pas sur son 36, ben tu sais, tu veux peut-être pas l'intimider avec tes gros talons hauts puis ton gros, tu sais, je pense que tu t'adaptes. Oui, tu t'adaptes, mais tu sais, c'est ça, le fameux veston, chandail propre, pantalon propre, tu sais. Moi, pour moi, c'est un go-to. C'est la base. Ça se peut que tu aies un vendredi jeans. Tu sais, les journées où tu rencontres des clients, je me mets toujours plus propre. Évidemment, si je vais à la cour, c'est une autre histoire. Tu te mets très propre. À la cour, est-ce que tu dois porter une toge? Oui, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend on est dans quel genre de dossier. La toge n'est pas toujours requise, mais oui, à certaines occasions, on met la toge et le rabat. Dans quelle occasion exactement? Ben, par exemple, en droit familial, toujours. En droit criminel, toujours. Au droit civil, c'est juste si on est au procès final sur le fond qu'on doit mettre la toge. Donc, dans ce qu'on appelle la gestion d'instance avant le procès sur le fond, on n'a pas besoin de mettre la toge. Donc, ça dépend vraiment. L'avocat qui va à la cour, c'est pas automatique qu'il doit mettre la toge. Ça dépend de dans quel domaine il est et à quel stade du dossier il est. Et c'est ça, juste pour compléter tantôt, là, comme les journées que je rencontre des clients, je vais probablement me mettre plus chic que les journées que je fais juste de la rédaction puis de la recherche. Si je rencontre personne, il faut que je trouve mes jurisprudences pour mon procès. Tu sais, je pourrais faire de la recherche en télétravail dans mon salon. C'est ça, des en fois, robe de chambre. Oui, c'est ça. Si tu fais de la recherche ou de la rédaction puis personne te voit, c'est ça. Exact. Ça dépend. Ouais. Excellent. Maintenant, quels sont tes outils de travail? Ben moi, en droit civil, je dirais que mes principaux outils de travail, c'est sûr que l'ordinateur, le papier, le crayon, c'est un go-to pour n'importe qui, je pense, là, donc oui. Mais mis à part ça, je dirais que c'est la loi. Nous, c'est surtout le code civil puis le code de procédure civile. La différence entre les deux, c'est que le code civil du Québec, c'est ce que j'appelle le fond. Donc ça, c'est vraiment tes droits, la loi, qu'est-ce que tu peux ou ne peux pas faire. Et le code de procédure civile, c'est comment tu peux intenter cette procédure-là. Par exemple, si, mettons, je sais que j'ai le droit à une pension alimentaire comme mère, la loi va me dire, voici ce que tu as le droit comme pension alimentaire, mais là, maintenant, je dois faire ma demande à la cour. Ma demande à la cour, je peux pas, c'est pas un post-it que je laisse sur le bureau du juge. Il y a des façons de présenter les procédures. Il y a des délais pour présenter les procédures. Il faut les présenter devant les bonnes cours. Donc, code de procédure civile, c'est la forme et code civil, c'est le fond. OK, très intéressant. Ouais. Puis la jurisprudence aussi. Oui, évidemment, la jurisprudence. En droit civil, c'est sûr que c'est tout codifié, donc c'est les articles de loi qui sont importants, mais des fois, les articles de loi sont pas clairs, c'est écrit de manière très générale. Donc, on veut savoir, comment les juges interprètent cette loi-là, comment les juges interprètent tel article. Exactement. Tu sais, ce mot-là dans cet article-là, comment il est interprété? Ça veut-tu dire et? Ça veut-tu dire ou? Ça veut-tu dire plus grand, plus petit? Bon, là, je dis n'importe quoi. Et la jurisprudence vient nous aider à savoir comment les tribunaux interprètent ces lois-là. Donc, très important aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de vulgariser le tout? Est-ce que c'est fait en langage clair? Les jurisprudences? Oui. Il y a des sites comme Sokige qui font des résumés un petit peu. Il y a beaucoup de sites, en fait, ou d'avocats qui font des articles pour vulgariser. Des grands cabinets. Les grands cabinets d'avocats, les BCF, McCarthy de ce monde, Faskin et tout, ont des sites assez travaillés. Puis souvent, ils peuvent dire « Ah, nouvelle jurisprudence qui est sortie, la cour d'appel nous enseigne que… » Là, ils vont revenir sur la jurisprudence puis expliquer un petit peu qu'est-ce qui est dit. Mais sinon, non, les juges rendent jugement, puis ils rendent jugement. Là. C'est pas ils écrivent pas un texte pour une université. Ils écrivent un jugement pour trancher une sentence. Ouais. Fait, les juges sont pas là pour vulgariser. Ils sont plus là pour dire, ben voici les faits, voici le droit, voici ce que je…
c'est pas dans les jugements que c'est vulgarisé, mais il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de banques de données, beaucoup de, comme je disais, des grands cabinets qui vont aller un peu... Des sites aussi comme Éducalois qui Ouais. sont très pertinents. Là, puis Ouais, ben eux, ils résument la loi, l'état du droit, pas vraiment les jurisprudences, Non, mais c'est oui, ça. c'est des très bons sites. Mais, ouais, c'est ça, pour dire que c'est plus vulgarisé, plus accessible pour tous. Ouais. Excellent. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ben, c'est sûr, c'est gagner, là. C'est comme, ben, Gagner une cause, oui. Ben, c'est très gratifiant, tu sais, quand t'as des gens qui viennent puis qui te confient leurs problèmes, ils sont un petit peu comme en détresse, ou sont très, tu sais, puis que tu es capable de les accompagner de A à Z, ou d'avoir un règlement hors cours pour eux, ou de mettre fin, parce que c'est très stressant, des litiges, là. C'est de la chicane, tu sais. Ben oui. Fait que quand t'es capable de boucler la boucle, ou de fermer ce chapitre-là de leur vie, ou de aller leur chercher un dédommagement, une compensation, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est très gratifiant, là. Je veux dire, ils te remercient, ils sont contents et tout, donc ça, c'est sûr que je pense qu'il y a difficilement de moments plus gratifiants que recevoir un jugement puis voir que tu as gagné sur toute la ligne. Là, oui, ouais. Ça marche. À date, est-ce que tu en as gagné beaucoup? Ben oui, j'en ai gagné. J'en ai pas. C'est rare que ça va jusqu'au fond. Okay. Donc, on fait beaucoup de règlements hors cours. Des fois, c'est que du conseil aussi. C'est pas nécessairement aller à litige. Mais oui, c'est sûr qu'on en a gagné, on en a perdu. Tout avocat, je pense pas qu'il y ait d'avocats qui ont une lignée parfaite d'avoir gagné tout le temps. Il y a des dossiers plus forts que d'autres. Puis des fois, c'est pas nécessairement de gagner, surtout quand on est en défense, c'est peut-être d'atténuer ce qui est réclamé. On réclame 100 000. Peut-être que moi, dans un règlement hors cours, je peux dire, OK, regarde, à mon client, ton dossier est pas wow, mais regarde, on peut peut-être aller essayer de dire, ben on va te donner 30 000 puis we call it a day. Ou des fois, tu peux aller, comme aller plaider devant le juge pour justement diminuer le dédommagement. Donc, c'est pas tous les dossiers qui sont gagnants, comme je dis, mais si le coût peut faire moins mal, ben on est là pour ça aussi, tu sais. Fait que ça, c'est une forme de victoire. Ben oui, clairement. Puis moi, je me demande, est-ce que les avocats, il y a moyen de savoir le nombre de dossiers qu'ils ont gagnés ou quoi que ce soit, tu sais, pour le public? Ben, il y a moyen de faire sur les banques de données, vous pouvez rechercher les noms des avocats. Donc, en général, c'est écrit quel avocat était là pour quelle partie. Donc, si vous faites une recherche sur les banques de données avec le nom, vous pouvez voir. Puis la recherche, on fait ça où? Ben, sur les banques de données, Sokige, LexisNexis, Canly, tout ouais. ça. Okay. Même aller directement consulter les dossiers à la cour, c'est possible, c'est public en général, à moins qu'il y ait des ordonnances de non-publication ou de... Donc, dans le plumitif, c'est ça? Ben, le plumitif, c'est pas exactement la même chose. Le plumitif, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier. Mais si vous voulez consulter le dossier physique, on peut aller à la cour et demander à consulter des dossiers. C'est public, sauf exception. Il y a des cas qui sont pas publics, là, mais la plupart des dossiers, la justice est publique, hein. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parfait. Puis si un avocat, mettons, perdrait beaucoup de causes là, continuellement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça ou il peut en perdre comme... Ben, ça, il y a des dossiers, si tu as tous des dossiers perdants où tes clients sont pas blancs comme neige, tu vas peut-être en perdre beaucoup, ça n'empêche pas que tu puisses faire une très bonne job pour ton client, tu sais. Donc, définir les avocats par les causes qui ont perdu ou qui ont gagné, je trouve pas ça bon, parce que des fois, tu as des dossiers qui sont très faciles, que tu peux gagner haut la main. Ça veut pas nécessairement dire que tu es un bon avocat. Puis il y a d'autres avocats qui prennent des dossiers très difficiles, qui sont perdus d'avance et qui ont peut-être été refusés par beaucoup d'avocats. Et tu as accepté de le prendre parce que ton client a le droit à une défense, tu sais. Fait que juger les avocats par leur victoire ou leur défaite, pour moi, c'est la pire façon de faire. Bon. Parce que tu peux avoir des avocats qui ont 10 victoires, 10 défaites, qui sont meilleurs que l'avocat qui a 20 victoires, 0 défaites. Ça veut rien dire, là. Parfait. Ouais. Super. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? Perdre. Ben, c'est sûr, perdre, puis non, des clients qui nous écoutent pas. Des clients qui viennent, c'est comme un médecin qui te dit ben arrête de fumer, arrête de manger gras pour ton cholestérol, puis tu l'écoutes pas. Ben tu sais, pourquoi t'es venu me voir? Si je te donne des conseils puis que tu m'écoutes pas puis tu fais tout le contraire, c'est sûr que pour nous c'est très frustrant. Ben oui, c'est ça. Les clients qui mentent aussi, mentez pas à votre avocat parce que votre avocat est là pour vous aider, pas pour vous nuire. Il est de votre côté, tu sais. Puis j'en ai eu. J'ai des clients qui m'ont menti, puis j'ai découvert après avoir plaidé au fond du dossier le procès. Donc ça, c'est un petit peu frustrant aussi. Là, je comprends. Parfait. Donc, ça rentre aussi dans les contraintes, inconvénients liés à ton travail, mais est-ce que tu en aurais d'autres à nommer? Ben c'est ça, les gens qui mentent, perdent des dossiers. Des fois, c'est sûr que on trouve pas des bonnes jurisprudences. Tu sais, on veut faire valoir un argument, on n'est pas capable de trouver comme une bonne décision qui vient appuyer notre cas ou un cas qui a déjà existé. Parce que ce qui est fantastique, c'est quand tu plaides un cas qui a déjà existé en jurisprudence. Là, c'est de dire, ben regardez... Des fois, il y a des nouveaux cas aussi. Oui, puis il y a des subtilités. Oui, puis des fois, tu trouves pas ce que tu cherches. Là. Tu cherches comme...
c'est comme tu vas aller à une soirée, tu cherches le parfait outfit ou le parfait soulier qui va avec ta robe. Là, des fois, tu le trouves, des fois, tu le trouves pas. Ouais, C'est la même chose. Des fois, tu cherches de la jurisprudence ou, où un juge a déjà interprété la loi qui est vraiment en ta faveur. Puis des fois, tu trouves juste noir puis tu veux plaider blanc. T'sais. Ouais, fait que là, c'est comme, faut que tu deviennes comme créatif, faut que tu amènes le juge à comprendre ton point de vue puis à te donner raison à ton client. Ça, c'est un petit peu difficile des fois, puis c'est pas toujours... Des fois, tu trouves la perle rare, là. C'est fantastique. Tu trouves le jugement parfait, puis t'as hâte de le plaider. Puis des fois, ben... C'est pas toujours la... C'est ça, ouais, c'est ça, exact. Maintenant, quelles sont les valeurs que tu partages avec ta profession? La justice. La justice. Moi, pour moi, la soif de justice. Ouais, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des injustices, puis il y a tellement de monde qui écrase d'autres mondes. C'est vraiment des gens qui pensent que tout leur est permis, puis tu peux pas écraser le monde. Tu sais, moi, j'ai eu des dossiers, des fois, je me disais, my God, c'est vraiment abusé du monde, puis je suis vraiment contente de pouvoir... ça a l'air de rien, mais les personnes aînées, là, des fois, les jeunes abusent des gens plus vieux dans la famille, puis tu sais, puis quand tu sens que tu peux, tu dis, OK, c'est fini, tu vas arrêter de te faire abuser, là, parce que voici tes droits, puis s'ils ont quelque chose à te dire, ils vont passer par moi, puis on est comme un bouclier pour ces gens-là qui sont vulnérables des fois, donc ça, c'est ramener justice là où il devrait y en avoir, puis là où certaines personnes... personnes plus vulnérables là, à ce moment-là. On est la colonne vertébrale parfois de nos clients, hein, parce que tu sais, des fois, ils ont peur, ou ils veulent pas dire non, ou ils veulent pas se tenir debout pour leurs droits, ou ils ont peur d'offusquer, puis tout ça, puis c'est non, voici tes droits, t'as autant de droits que cette personne-là, on va aller à la cour, puis on va aller chercher qu'est-ce qui t'est dû, tu sais. Ça, c'est très gratifiant, puis c'est ça. Vous êtes des alliés. Ben oui, on travaille main dans la main avec nos clients. Exactement. C'est le fun, ça. Parfait. Un des plus grands défis auxquels tu as été confrontée en tant qu'avocate? Ben, je dirais, en général, quand on fait des dossiers pour la première fois, j'avais fait un dossier en propriété intellectuelle, je n'avais jamais fait avant, puis je donne toujours l'exemple, quand tu connais pas bien un domaine, c'est toujours là où tu te prépares le plus, là. Ouais. Puis je veux dire, il y a une première à tout. Les jeunes avocats, faut bien qu'ils en plaident à un moment donné leur premier dossier dans tel domaine, puis dans tel domaine et tout. Ouais. Puis moi, c'est en propriété intellectuelle, puis je m'étais vraiment plongée là à fond. Je connaissais ça de fond en comble avant le procès. C'est quoi la propriété intellectuelle pour ceux qui écoutent? Ben, dans ce cas-ci, c'était une protection, là. C'était, ma cliente se faisait reprocher d'avoir fait du plagiat sur un livre. Elle avait publié un livre qui apparemment a été plagié du livre de la demanderesse qui poursuivait ma cliente, qui était la défendresse. Donc, propriété intellectuelle, c'est protéger tes œuvres originales. Et donc, comme à l'école, comme je donne toujours l'exemple, droit constitutionnel, je comprenais rien. J'avais toujours des bonnes notes à l'examen parce que j'étudiais comme une malade mentale. Alors que droit de la famille, qui est plus évident, tu sais, adoption, mariage, tu te dis, bon, c'est facile, ça, tout le monde sait c'est quoi. Mais là, tu étudies moins, puis tu te sens trop confiant. Puis là, c'est là que, tu sais... C'est là que, ouais, tu as des surprises avec les résultats. Donc, oui, c'est ça. Donc, les premiers dossiers complets, on est toujours ultra préparé parce que c'est un défi, puis on a peur de pas anticiper tout ce qui s'en vient. Donc, c'est un défi, mais c'est le fun en même temps parce que quand tu gagnes, ben, tu te dis, my God, c'est mon premier, puis là, j'ai de l'expérience pour la suite. T'sais. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Maintenant, un accomplissement dont tu es fière? Ben, honnêtement, passer le barreau, là, accéder à la profession, là, je vous dirais, tu sais, je veux pas décourager ceux qui nous écoutent, mais c'est une épopée, le barreau, pour certains. Oui, c'est pas... c'est quand même une formation qui est demandante, c'est très accéléré, c'est très condensé, les examens sont très longs. Quand tu réussis ça, puis tu te fais assermenter, là, puis que tu sais que c'est le début d'une belle carrière, je pense que c'est un accomplissement dont tu es très fier. Puis évidemment, ben, gagner des dossiers, comme je le disais tantôt. Tu sais, si tu fais un procès, ça fait 3-4 ans que tu es dans le dossier, puis que ça finit avec une victoire, c'est très gratifiant. Ben là. oui, certainement. Ouais. Excellent. Puis maintenant, quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent, là, qui rêvent de devenir avocat ou avocate en droit civil? Ben, je dirais, moi, je suis en litige. Donc, tous ceux qui font du litige, ça reste que c'est une chicane. Puis les avocats, t'es dans une bataille juridique. Il n'y a pas d'armes, mais c'est une bataille de mots, puis de jurisprudence, puis de preuves. Puis parfois, il y a certains avocats qui prennent ça très personnel. Là. Tu sais, il y a des avocats, des fois, qui t'attaquent comme avocat en prenant tellement fait et cause pour leurs clients que c'est comme si les avocats étaient en litige, alors que c'est nos clients qui sont en litige. Des fois, tu te fais parler sec, tu te fais parler rough. Il y a des confrères, consoeurs qui sont un petit peu intenses. Puis si t'es comme une petite fleur, un petit cœur sensible, puis que t'as jamais eu de problème, puis tu chicanes avec personne, ça peut heurter. Parce que des fois, tu fais parler, tu rough, là, puis là, des fois, faut que tu rappelles à ton confrère et ton consoeur, écoute, c'est pas nous qui sommes en chicane, hein, c'est nos clients, puis nous, on essaie juste de trouver une solution. C'est pas moi ton ennemi, là. Je comprends qu'on est contre, mais on n'est pas ennemis, on est confrères, consoeurs. Donc, des fois, il y a des avocats que je trouve très rough en litige. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avocats qui aiment pas le litige.
parce qu'ils n'aiment pas cette confrontation-là constante. Faut avoir les reins solides, là. Oui, en litige, oui. Oui, je dirais que oui. Ouais, c'est OK, parfait. Donc, pour terminer, ben un gros merci à Gourou, vraiment. Ensuite de ça, j'aimerais savoir si tu aimerais promouvoir tes réseaux sociaux. Ben oui, moi j'ai une page. En fait, j'ai surtout mon podcast qui est sur Spotify. Volubile, ouais, manquez pas ça. Volubile, Volubile sur Spotify. Je fais plein d'entrevues avec notaires, greffiers, avocats, des avocats qui sont devenus. J'ai une pharmacienne qui est devenue avocate, par exemple, et tout. Donc j'ai vraiment comme toutes sortes de gens dans le milieu juridique qui viennent parler de toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de sujets. Et voilà, donc c'est un podcast que je vous conseille. Suivre. Ouais. Parfait. Puis pour Instagram maintenant? Oui, mon Instagram, je le connais pas par cœur, mais c'est Holloway, donc mon nom de famille, 2Y, barre en bas, Y, si je me trompe pas. OK, ben s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Puis de toute façon, elle va être taguée partout sur mes posts sur Instagram. Exact. Donc, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Donc, un gros merci à vous. Puis merci à toi d'avoir participé. Ça a vraiment été super. Merci de m'avoir accueilli. À une prochaine fois, espérons. Oui, excellent. Cheers!